Lorsque Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine, il pensait que la guerre qu'il avait déclenchée serait des plus simples. La Russie allait attaquer avec des chars et des milliers de soldats, forçant l'Ukraine à capituler. Poutine croyait avoir le soutien total de son peuple et pouvoir user l'Ukraine à l'usure, même si cela ne s'est pas produit. Le dirigeant russe ne s'attendait pas à ce que certains compatriotes se retournent contre lui. C'est ce qui se produit en Ukraine occupée et dans la majeure partie de la Russie. Alors que les forces de résistance apprennent à Poutine qu'il ne pourra jamais prévoir d'où viendra la prochaine attaque, Poutine perd le contrôle, alors qu'une guerre secrète et incontrôlable éclate en Russie. Selon un rapport du 2 décembre Euromaidan Press, indique que la Russie fait face à un grave problème de résistance. Ils se cachent dans l'ombre et attendent constamment leur chance de frapper. Ces mouvements regroupent des Ukrainiens dans les régions occupées de leur propre pays et des Russes prêts à se battre contre Poutine sur son propre territoire. Ces mouvements sont dangereux, efficaces et ont attaqué la Russie, face auxquels Poutine et son armée n'ont aucune défense. Même les propres services de renseignement de la Russie semblent impuissants alors que les attaques s'étendent de Militopol à Moscou, rapporte Euromaidan Press. Ce n'est pas seulement que la Russie soit touchée chez elle, c'est que ces attaques semblent être coordonnées, ce qui suggère que la résistance clandestine a grandi au point qu'il est désormais pratiquement impossible pour Poutine de la contenir. Une série de frappes menées par des partisans tout au long du mois de novembre a révélé à quel point ce réseau de résistants est devenu vaste. Et tout commence à Militopol. Là-bas, Euromaidan Press indique qu'un groupe de partisans a tenté de faire exploser un véhicule transportant une équipe de drones russes, alors qu'ils se rendaient pour participer à une opération. Malheureusement pour l'Ukraine, cette attaque fait partie des rares échecs de ces résistants, l'équipe de drones ayant survécu à cause de la non-détonation de la voiture. Mais ce n'est pas le seul effort des partisans ukrainiens à Militopol. La région, que la Russie occupe presque depuis le début de l'invasion lancée par Poutine, est un véritable foyer d'activité de résistance. En octobre 2023, des saboteurs ont prouvé l'efficacité de l'explosion de voitures en tuant plusieurs occupants russes. The Express a rapporté l'attaque à l'époque, précisant que la Russie avait tenté d'attribuer l'incident à un court-circuit, ce qui était faux. Les partisans faisaient déjà leur part il y a 2 ans. La Russie sait qu'elle a un problème de résistance dans la région ukrainienne. En juin, la Pravda a rapporté que la Russie avait annoncé la condamnation d'une famille vivant dans la région pour des accusations de collaboration avec l'Ukraine et de sabotage ferroviaire. Cette capture représentait l'un des très rares succès que la Russie ait connu contre les partisans ukrainiens. La Russie a condamné les 3 résistants à 20 ans de prison ou à perpétuité. Mais cela n'a pas suffi à empêcher d'autres partisans de Militopol de poursuivre leurs opérations. L'attentat à la voiture piégée de novembre a échoué, mais il a marqué un mois que Poutine voudra vite oublier. Quelques jours plus tard, des saboteurs opérant dans le Louhansk occupé ont frappé, et ils ont eu beaucoup plus de succès. Les partisans agissaient en Ukraine, où la Russie revendique un contrôle quasi total, mais cela ne les a pas stoppés. Les résistants ont placé des explosifs sous 2 véhicules russes, qui ont explosé au moment prévu. 4 soldats russes ont été tués dans les explosions, preuve de l'enracinement des partisans ukrainiens, dans des régions que la Russie croit contrôler. Ce qui s'est passé à Louhansk en novembre ressemble étrangement à une opération clandestine menée dans la région de Kherson en mai dernier. Le Kiev indépendant a indiqué qu'un nouvel attentat à la voiture piégée a tué 4 soldats pro-russes, ciblant cette fois des officiers tchétchènes dans la région. Nous commençons à voir un schéma se dessiner ici, et cela suggère quelque chose. Les combattants clandestins ukrainiens sont devenus très compétents pour repérer les véhicules russes clés, et surtout pour y accéder. Assez longtemps pour poser des explosifs qui éliminent les soldats russes. Les incidents en Ukraine occupée n'étaient pas terminés pour Poutine. En Crimée, des infiltrés ont mené une mission différente de celle de Militopol et Louhansk. Euromaidan Press indique que des infiltrés ukrainiens en Crimée ont enregistré le décollage d'avions de chasse depuis la base de Saki, offrant aux renseignements ukrainiens une vue en temps réel sur les vols russes. Ce type d'opération de renseignement est tout aussi vital pour l'Ukraine que les missions qui entraînent la mort immédiate de soldats russes. Maintenant que l'Ukraine sait quels avions de chasse sont stationnés à Saki, elle sait aussi ce que la Russie pourrait déployer la prochaine fois que l'Ukraine lancera une attaque de drones contre la péninsule de Crimée. L'Ukraine a maintenant des cibles très précises. Qui sait ? Nous pourrions bientôt annoncer une frappe réussie de missiles et drones ukrainiens sur la base aérienne de Saki grâce à ces informations. La nature coordonnée de ces opérations secrètes apparaît plus clairement en voyant ce qu'elles permettent à l'Ukraine d'accomplir. À chaque explosion de véhicules russes tuant des soldats ou officiers, la Russie doit réajuster sa stratégie.
Les troupes prévues pour la prochaine offensive étant absentes, la Russie doit déplacer des soldats pour attaquer. Soit les soldats ne sont pas déplacés, ce qui signifie que l'assaut n'a pas lieu, soit ils le sont, ce qui entraîne le report ou l'annulation d'un autre assaut. L'Ukraine sort gagnante dans tous les cas. Plus ces sabotages réussissent, plus ils perturbent l'effort de guerre russe. Ajoutez à cela les opérations de collecte d'informations comme celles observées en Crimée. Et on a l'impression que les services de renseignement ukrainiens travaillent avec les partisans. Après tout, comment ces groupes clandestins sauraient-ils quel type d'informations l'Ukraine souhaite obtenir, ou comment transmettre ces informations aux forces armées, s'il n'y avait aucun lien entre des organisations comme le GUR et les partisans? Un autre élément montre que le problème de Poutine avec les mouvements de résistance est bien plus vaste et complexe qu'il ne l'avait anticipé. Si ces opérations restaient en Ukraine, Poutine pourrait les gérer sans en être ravi. Il pourrait aussi s'attendre à ce que les Ukrainiens occupés s'unissent pour perturber la logistique et les opérations militaires russes. Le problème de Poutine, c'est que ses partisans agissent aussi bien en Ukraine occupée qu'en Russie. Certains proches de Poutine le trahissent activement pour aider l'Ukraine. Au cours du même mois où le trio d'opérations dont nous avons parlé était mené en Ukraine occupée, des membres de la résistance à l'intérieur de la Russie menaient leurs propres opérations. Le 5 novembre, le Kiev indépendant a annoncé que les forces spéciales ukrainiennes avaient donc confirmé la destruction à Koursk d'un véhicule russe transportant des missiles Iskander. L'opération a eu lieu la veille, mais la force spéciale ukrainienne n'a pas procédé à la destruction. C'est en fait le groupe russe Étincelle Noire qui a causé les dégâts, dans une opération visant à compliquer le lancement par la Russie de ces quelques 600 Iskander contre l'Ukraine depuis les régions frontalières. Euromaidan Press précise que des partisans, sans doute membres d'Étincelle Noire, ont aussi détruit un radar Harmonia soutenant la défense aérienne locale au même moment et endroit. Encore une fois, nous voyons une approche coordonnée de la résistance clandestine et de ses attaques. Détruire un véhicule de transport affaiblit la capacité de la Russie à mener des frappes aériennes contre l'Ukraine. La destruction d'un radar complique la défense aérienne russe contre les drones et missiles ukrainiens à Koursk. Cela permet aux forces ukrainiennes de réussir davantage de frappes dans la région, ou de profiter d'un nouveau couloir aérien ouvert, qu'ils peuvent utiliser pour traverser Koursk en direction de leur cible. En Russie, chaque attaque est liée aux efforts ukrainiens pour affaiblir la machine de guerre russe de l'intérieur. L'attentat raté à Mélitopol annonçait la suite en Ukraine occupée, tandis que le sabotage à Koursk lançait de nouvelles frappes secrètes en Russie. Seulement 4 jours après l'annonce des opérations de Koursk, la Pravda a rapporté que des partisans ukrainiens avaient réussi à détruire 4 installations logistiques militaires dans les régions de Barkiri et de Volgograd en Russie. Une série d'incendies criminels entre octobre et novembre a détruit 3 tours de communication dans la première région et une armoire de relais ferroviaire dans la seconde. Les réseaux logistiques russes étaient ici les cibles évidentes. Le pays dépend du chemin de fer pour transporter les troupes et le matériel à travers la Russie et vers l'Ukraine. La destruction d'une armoire de relais, même si elle ne cause qu'un retard temporaire, provoque le même type de perturbation qu'un attentat à la voiture piégée. La perte de tours de communication complique également la coordination des forces russes sur leur propre territoire, ce qui se traduit par des assauts affaiblis en Ukraine. Ce ne sont que des incidents isolés. Selon Euromaidan Press, Poutine et ses sbires font face à une vague croissante d'attaques clandestines, sans aucune réponse à y apporter. Lors d'une série d'incidents de Moscou à Irkoutsk, des équipements électriques et ferroviaires ont pris feu, les autorités évoquant des défaillances techniques inexpliquées. La dernière phrase résume comment la Russie gère actuellement la situation sur son territoire. Franchement, elle fait peu de choses. Au lieu d'affronter le problème, la Russie ment sur son existence, et elle s'attend à ce que le peuple russe se contente de faire l'autruche sur ordre de Poutine. Cependant, avec ces actes de sabotage qui deviennent si courants, il devient de plus en plus difficile pour le Kremlin de cacher le fait que l'Ukraine dispose d'un réseau clandestin de partisans extrêmement actifs à l'intérieur de la Russie, qui est également très efficace dans ce qu'il fait. Revenons à l'incident de Moscou, capitale de la Russie, probablement la seule ville sur laquelle Poutine se concentre. La majorité des efforts du Kremlin visent à attraper les partisans sur le fait. Mais si c'est le cas, ces efforts échouent. Le 1er novembre, le Kiev indépendant a annoncé que le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine avait frappé l'oléoduc avec des drones, qui assurent le transport quotidien de jusqu'à 3 millions de tonnes de carburant d'aviation et de millions de tonnes d'essence et de diesel. Selon le Kiev indépendant, cette frappe a été réalisée avec des drones, indiquant que les partisans en Russie ne sont pas impliqués.
Euromaidan Press relie cependant cette frappe à des infiltrés à Moscou. Peut-être que ces infiltrés n'ont pas effectué les frappes eux-mêmes. Au lieu de cela, ils ont peut-être fait quelque chose de similaire aux partisans opérant en Crimée, en fournissant à la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine des photographies et des informations qui ont permis l'attaque de drones, sur laquelle le Kiev Independent fait son rapport. Nous n'en sommes pas certains. Mais c'est justement ça le problème. La Russie non plus ne le sait pas. Vladimir Poutine s'arracherait les derniers cheveux à tenter de comprendre comment affronter des forces obscures qui lui échappent. Semant le chaos en Russie, ce que Vladimir Poutine refuse d'admettre, c'est que le vrai problème du pays n'est pas la présence de groupes clandestins. Ils existent depuis le début de son invasion. Le problème bien plus grave, c'est que ces groupes prennent de l'ampleur, ce qui signifie que ce que nous avons vu en novembre est pire que ce qui se passait un an auparavant. Avec la montée de la résistance, les opérations en Russie et en Ukraine occupées en novembre paraîtront faciles. Face à la vague future de sabotages et d'espionnage en Russie, la résistance à Poutine est déjà devenue courante. Selon Euromaidan Press, la multiplication des sabotages de Moscou à l'Oural montre l'essor de l'opposition dans les milieux séparatistes. Ici, la motivation est l'opposition à la guerre, pas l'indépendance. Ce sont des Russes qui prennent des risques personnels pour attaquer leur propre État. Encore rares mais plus fréquentes, les attaques rendent l'arrière de la Russie, autrefois jugée sûre, désormais plus vulnérable. Si ce ne sont pas les drones ou missiles Pankakan, à longue portée qui détruisent qu'un les raffineries, ce sont les compatriotes de Poutine qui sabotent l'effort de guerre russe. Poutine aurait dû prévoir tout cela. Retour. En mars 2024, Ada Blackwell, de la Novaya Gazeta, a écrit dans Vox Europe que l'obsession de Poutine pour l'exil, l'emprisonnement ou l'assassinat de ses critiques l'a poussé à ignorer la résistance clandestine en Russie. Cette résistance a commencé modestement. Les partisans portaient des rubans verts et exprimaient leur colère contre Poutine en Ukraine en ligne. Blackwell écrit que ce mécontentement a évolué avec le temps. Les porteurs de rubans verts ont créé des ateliers clandestins pour un mouvement de saboteurs grandissant. Les forums en ligne sont devenus des plateformes pour diffuser la vérité sur l'Ukraine. Progressivement, un mouvement grandissait. Blackwell a rencontré certains résistants et a remarqué qu'ils utilisaient l'impression 3D pour fabriquer ce dont ils avaient besoin. Certains membres de la résistance faisaient de l'espionnage informatique, d'autres organisaient des conférences. Ils n'étaient pas forcément ceux qui organiseraient ensuite des sabotages contre les actifs russes, mais ils restaient importants. Les groupes de résistance clandestins, de plus en plus courants, offrent un refuge à ceux qui luttent contre le régime sans sacrifier leur liberté, écrit Blackwell. En 2024, il ne faudrait pas longtemps avant que les membres les plus actifs de ces groupes commencent à prendre les choses en main. Poutine n'a rien fait contre ces mouvements philosophiques, soit par manque de sérieux, soit par ignorance de leur existence. En février 2025, l'Ukraine avait constitué une véritable armée de l'ombre dans les zones occupées par les forces russes. Un large réseau d'activistes, de partisans et de forces spéciales agit en Ukraine occupée par la Russie, menant des campagnes d'information et des sabotages. Le Conseil de l'Atlantique a écrit cela en février. Ce mouvement était actif en Crimée et Louhansk, toutes deux visées en novembre. Les réseaux se développaient également, au point de travailler activement aux côtés du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine et d'autres organisations de renseignement ukrainiennes, afin de rendre leurs efforts aussi efficaces que possible. Les mêmes types de mouvements se développaient en Russie, comme nous l'avons déjà appris. Aujourd'hui, l'Ukraine se trouve dans une situation où elle dispose d'une armée de personnes qui ne font pas officiellement partie de ses forces armées, mais qui sont capables de mener des opérations que l'armée régulière ne peut pas réaliser. Les forces ukrainiennes visent à percer les lignes russes pour frapper Melitopol et Louhansk. Les partisans peuvent causer ces dégâts pour l'Ukraine parce qu'ils sont déjà présents dans ces régions. Les Russes, qui soutiennent l'Ukraine, font de même sur le territoire de Poutine, en attaquant des parties de la machine de guerre russe, dans des lieux que l'Ukraine devrait envahir totalement pour pouvoir cibler. Poutine n'a encore rien fait face à la montée de ces mouvements. Il réalise vite que l'Ukraine a un avantage militaire sur la Russie dans la guerre de l'ombre qui touche la Russie et les régions occupées. Selon un article du 27 novembre d'Akled, les sabotages intérieurs en Russie sont devenus une guerre par procuration. L'organisation recense le type d'opérations de sabotage menées à l'intérieur de la Russie tout au long de la guerre. La première année a vu une série d'incendies criminels visant des bureaux de recrutement, Akled suggérant que ces attaques étaient peut-être plus intéressées qu'elles n'en avaient l'air.
On ne peut forcer un Russe à rejoindre l'armée de Poutine si les recruteurs, sans bureau, essaient de les attraper dans la rue. Mais à mesure que la nature des opérations de sabotage a évolué, les motivations derrière ce type d'attaque ont également changé. Avançons rapidement jusqu'en 2025. Akled présente le groupe partisan Artesh comme moteur des opérations clandestines ukrainiennes dans les territoires occupés. Ce groupe avait mené environ la moitié des 30 opérations de sabotage réalisées dans ces territoires, rien qu'en 2025. En Russie, des groupes comme Liberté de Russie agissent comme Artesh, aux côtés du corps des volontaires russes. Liberté de Russie se concentre désormais sur des frappes importantes contre des sites clés dans son propre pays. Comme Artesh, il cible surtout les explosions ou incendies d'équipements ferroviaires et de télécommunications, notamment les antennes relais. Les deux groupes profitent probablement de leur capacité à franchir la frontière sans être détectés grâce à leur citoyenneté russe, qui a été imposée aux habitants de la Crimée en 2014. Akled dit que la russification forcée de l'Ukraine occupée par Poutine s'est retournée contre lui. Finalement, tout novembre a révélé la guerre cachée derrière la guerre. Les gros titres se concentrent sur les frappes aériennes russes, les drones longue portée ukrainiens et les négociations de paix dirigées par les États-Unis. L'armée de l'ombre ukrainienne, faite de partisans et volontaires, agit discrètement. Cette activité vise à tout faire pour saper l'effort de guerre russe. De tels groupes ne lanceront jamais d'attaques assez importantes pour arrêter la guerre en Ukraine. Ce n'est pas leur objectif. Ce qu'ils font, c'est infliger des dégâts à des moments inopportuns, en épuisant lentement les ressources militaires de la Russie, tout en perturbant les plans soigneusement élaborés des officiers et des commandants du pays. Selon Euromodern Press, sur le front, les groupes de résistance sabotent la logistique, recueillent des renseignements et forcent les Russes à déplacer des troupes. À l'arrière, les frappes sur les chemins de fer, communications et infrastructures énergétiques exposent des faiblesses structurelles que Moscou ne peut sécuriser sans disperser ses forces. Cette puissante combinaison ne nuit pas seulement aux tentatives de la Russie de faire la guerre. Cela montre à Poutine que l'opposition à son invasion est plus forte qu'il ne le pense. Pour un autoritaire comme Poutine, cette opposition est effrayante. La Légion pour la liberté de la Russie est aujourd'hui l'une des principales épines dans le pied de Poutine. Plus tôt en novembre, les membres de ce groupe, soutenus par les services de renseignement ukrainiens, ont mené une série d'attaques audacieuses à travers la Russie, paralysant des locomotives sur leur passage. Découvrez-en plus sur ces attaques dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur la guerre que Vladimir Poutine n'a pas pu stopper. Et merci de nous avoir regardés.